Merci beaucoup. Je remercie les organisateurs, Jean-Luc en premier, pour cette invitation où pendant cette journée d'hier et ce matin, j'ai appris beaucoup de choses, nouvelles réflexions. Et surtout, je te remercie d'inclure des disciplines qui ne sont pas nécessairement la papyrologie grecque. Donc, je vais parler de manuscrits hébraïques de l'époque médiévale. Donc, peut-être pas tout à fait le centre de nos préoccupations aujourd'hui, pendant ces colloques, mais je pense qu'effectivement, les questions que les papyrologues se posent peuvent être posées avec pertinence pour les différents corporats des manuscrits hébraïques. Je parlerai principalement d'un corpus spécifique, la Guéniza du Caire. Guéniza est un endroit, si probablement vous le savez, mais je les rappelle très rapidement. Et la Guéniza est un endroit, ça peut être une pièce, une boîte, une tombe dans un cimetière, où les manuscrits hébraïques sortis d'usage, qui auraient pu éventuellement contenir le nom des dieux, sont jetés pour les préserver de la profanation, une sorte de corbeille à papier sacrée. Il ne s'agit pas de conserver les documents pour la postérité, ce n'est pas une archive, donc il ne s'agit pas de se référer à ces documents. Il s'agit vraiment d'un endroit où les documents, une sorte de nécropole, où les documents vont se décomposer de manière naturelle, sans intervention humaine. Donc, ils peuvent tout à fait être mangés par des souris, par des vers, etc. Mais il ne faut pas qu'ils soient profanés par l'action humaine. Une telle Guéniza existait dans la synagogue Ben Ezra à Fustat, Vieux-Caire, et à partir de la moitié du XIXe siècle, des fragments des manuscrits hébraïques qui sont contenus ont été d'abord vendus, et ensuite un lot de à peu près 200 000 fragments a été amené en 1896 du Caire à Cambridge par Solomon Scherter qui enseignait les études rabbiniques à Cambridge. Voilà l'histoire brève de ces corpus. Le corpus qui contient aujourd'hui plus de 350 000 fragments éparpillés dans 72 collections dans le monde. Nous avons une chance extraordinaire que nous pouvons les consulter tous en ligne sur un site Friedberg Geniza Project. Ce n'est pas très bien pour les paléographes comme moi, il faut quand même aller voir les originaux, mais ça facilite effectivement l'étude de ces corpus qui est énorme. Il faut donc, dans les conclusions que je vais, ou les observations plutôt que conclusions, parce qu'il est difficile de parler des conclusions, dans les observations que je ferai aujourd'hui, il faut quand même toujours savoir que je parle d'un corpus qui vient. Bon, il y a des manuscrits qui proviennent des endroits différents, mais principalement le gros du corpus vient de la ville de Fustat. Et même si la Guéniza fonctionnait depuis le XIe siècle, mais les documents qui sont entreposés dateraient entre la fin du IXe jusqu'au XIXe siècle, le corpus principal, vraiment la majorité des manuscrits, date entre la moitié du Xe et la moitié du XIIIe siècle. Voilà le cadre chronologique et géographique. Bien sûr, de tels guénizotes existaient dans d'autres communautés juives à travers la diaspora. Nous n'en possédons pas beaucoup, donc la Guéniza du Caire est un trésor extraordinaire, énorme, qui signifie, qui montre à quel point les communautés juives médiévales étaient des communautés lettrées. Les fragments d'une Guéniza, donc d'une synagogue au Caire, sont principalement des fragments littéraires. Donc là, nous entrons dans le vif du sujet par la définition même, et je vais vous dire quelles sont mes observations à ce sujet. Donc, ce sont des fragments littéraires. 10 000 seulement sont des fragments de nature documentaire. Et parmi cette masse de fragments, nous pouvons reconstituer entre 35 et 40 000, nous pensons, c'est une estimation parce que la collection n'est pas encore entièrement cataloguée, donc c'est une estimation, nous pouvons reconstruire 35 à 40 000 livres. Livres soit sur le format de rouleau horizontal, rotulus vertical ou codex qui sont les plus répandus. Et donc voilà le corpus. Je parlerai de l'époque la plus ancienne, quand il s'agit des documents spécifiquement datés, du Xe et début du XIe siècle. Donc les exemples que je vais apporter proviennent de cette période, de cette couche la plus ancienne
quand il s'agit de manuscrits datés de la Guéniza du Caire. Donc depuis hier, nous avons beaucoup parlé de la textualité et des catégories qui sont utilisées dans l'examen des textes. Est-ce qu'un texte peut être littéraire ou documentaire? Est-ce que cette distinction est pertinente? Et cette discussion est extrêmement importante aussi pour le judaïsme. Nous avons effectivement comme exemple des lettres de contenu juridique, mais aussi parfois avec quelques indications privées, qui ont été envoyées par les chefs des académies talmudiques d'Irak, de Babylonie, vers les communautés. Ces lettres pouvaient être adressées à une personne spécifique ou bien un juge spécifique. Elles pouvaient être lues devant la communauté et très souvent ces lettres étaient recopiées. C'était envoyé comme des lettres, mais les lettres étaient recopiées dans des recueils qui devenaient des recueils de références juridiques. Donc nous avons effectivement, comme vous avez mentionné à plusieurs reprises, un passage entre une lettre envoyée et un texte littéraire. Donc c'est clair, dans ce cas-là, c'est très difficile de parler de la distinction, d'un cloisonnement entre les deux. Cependant, ici, la forme codicologique ou diplomatique peut être très importante. Moi-même, en travaillant principalement sur la matérialité, et ça sera l'objet de ma communication aujourd'hui, je parlerai moins des textes, je vais assumer la différence entre les textes littéraires, rouleaux de la Torah ou textes juridiques, donc des livres, et des documents, que peut-être le mot document un tout petit peu restreint, peut-être il faut parler, comme les diplomatistes d'aujourd'hui en France le font, des écritures ordinaires, ce qui peut inclure certains livres, les registres, etc., mais d'intérêt plus quotidien que des ouvrages rédigés, même des anthologies. Donc je vais assumer la distinction textuelle, donc juste pour pouvoir, d'une manière pédagogique, me concentrer sur les aspects matériels des manuscrits et principalement la question de l'utilisation des registres au style de l'écriture orientale et l'entraînement, la capacité des scribes spécifiques de manier des registres graphiquement différents. Donc j'assume la distinction entre littéraire et documentaire, plutôt littéraire et ordinaire, tout en sachant que les discussions que vous avez eues depuis hier sont extrêmement pertinentes, mais je vais les mettre de côté pour le moment. On pourra peut-être en parler pendant les discussions. Je vais commencer par les cloisonnements disciplinaires et épistémologiques. Effectivement, comme dans le monde grec, nous avons ce problème. Donc la distinction entre littéraire et documentaire est forte, non seulement à travers tous ceux qui travaillent sur les communautés juives orientales, mais même à l'intérieur de ces petits mondes des savants qui travaillent sur la Guéniza du Caire et les manuscrits orientaux. Vous savez bien que les manuscrits juifs sont éparpillés et produits à travers toute la diaspora juive, qui est de la frontière chinoise jusqu'à la France, l'Angleterre ou l'Italie ou le Yémen. Donc l'époque médiévale, nous pouvons parler de beaucoup de mondes différents. Ici, nous parlons uniquement sur l'Orient et une communauté. Et pourtant, même à l'intérieur de ce domaine, c'est vrai, 400 000 fragments non catalogués, c'est un gros travail, mais effectivement, il y a une spécialisation assez forte. Notamment, je vais prendre un exemple. Un contrat, vous avez la cote Taylor-Scherter de l'Université de Cambridge. C'est un contrat qui a été conclu entre un patron et un scribe. Quelqu'un voudrait avoir une belle Bible et demande à un scribe, Samuel ben Jacob, de copier, de faire un manuscrit, copier, décorer, relier, produire un objet calligraphique d'une très grande beauté. Il s'agit de deux parties de la Bible, donc la partie des prophètes et hagiographes, donc sont la première partie est la Torah, donc deux parties de la Bible, et ce codex, et donc il s'agirait de la Bible, une des plus chères en fait, attestée pour l'époque médiévale, 25 dinars d'or est une grosse somme pour deux parties de la Bible. Nous avons les noms du scribe, nous avons la ville, Fustat, nous avons la date 1021. Donc les éditeurs de ces textes documentaires, il s'agit d'un, en fait, ce n'est pas tout à fait les documents signés, c'est une feuille d'un registre où le document a été reporté, et de la communauté de rite palestinien de Fustat. Donc dans ce document, bon, nous avons tous les données, les noms des personnes, la date, etc.
Les éditeurs de ces documents font un petit commentaire au sujet de Samuel ben Jacob, donc les scribes, qui va copier les manuscrits, en disant « inconnu par ailleurs ». Bon, ceux qui travaillent sur les livres, les paléographes, comme moi-même, sont très étonnés. La Bible, qui est, si vous étudiez l'hébreu, c'est ce que vous étudiez. Toutes les éditions modernes de la Bible hébraïque sont basées sur un manuscrit spécifique. C'est le manuscrit de Saint-Pétersbourg, collection Firkovitch et B19a, avec un grand colophone, copié par Samuel ben Jacob à Fustat en 1010. Donc, ne pas faire la connexion entre la Bible la plus chère, la plus calligraphique, qui est mentionnée dans un document, et un objet que nous avons avec les noms du scribe, c'est bizarre, n'est-ce pas? Ça montre effectivement un cloisonnement. Ce n'est pas le cas que les éditeurs du texte ne connaissent pas ces Bibles, ils la connaissent parfaitement. Mais il faut beaucoup de courage pour traverser cette partition disciplinaire et de dire oui, mais en fait, pourquoi pas? C'est peut-être le même scribe. Il y a toujours un point d'interrogation, c'est pas marqué. Le scribe du document, c'est le même. Mais bon, il y a plus que de très fortes chances, d'autant plus qu'effectivement, les scribes de ces codex de Leningrad, le fameux codex de Leningrad, est le scribe de plusieurs manuscrits, au moins 5, 6 manuscrits ou fragments connus. Donc il s'agissait vraiment d'un scribe extrêmement en vogue. Donc c'est juste un exemple à quel point le courage est nécessaire parfois pour traverser de l'autre côté, entre ceux qui travaillent sur des livres et ceux qui travaillent sur des documents. Les historiens, plutôt que diplomatistes, parce que l'approche aux documents de la Geniza du Caire n'est pas celle des diplomatistes, mais des historiens qui lisent des documents, tout simplement, et les paléographes et spécialistes des manuscrits plus littéraires. Ce scribe était tellement connu et tellement prisé qu'encore au XIIIe siècle, ces manuscrits et son écriture calligraphique ont été utilisés comme modèle, comme par exemple dans cet exercice où les colophons d'une des Bibles de Shmuel ben Yaakov est utilisé comme modèle pour s'entraîner par un autre scribe absolument extraordinaire qui s'appelait Salomon Halevi ben Samuel Hadayan, le juge. Donc, nous avons effectivement ce cloisonnement et je voudrais me poser la question, est-ce que ce cloisonnement disciplinaire est justifié par les manuscrits eux-mêmes? Donc, est-ce qu'effectivement, à l'époque 10e, 11e siècle, nous pouvons parler d'un cloisonnement au niveau des scribes et au niveau des écritures? Donc, pas au niveau des textes, je vous ai dit, j'assume qu'il y a des différences. Donc, écriture des livres ou écriture des documents, très rapidement, il y a, pour l'époque qui nous intéresse, il y a 4 registres dans l'écriture orientale. Donc, quand je parle du type de l'écriture, je parle de oriental, ashkénaze, italien, byzantin, etc. Là, je suis à l'intérieur des écritures orientales, vers l'an 1000, et je parle donc des registres ou des styles des écritures. Nous avons une écriture carrée, indépendamment de sa qualité, ça peut être une écriture belle ou moins, entraînée ou pas, une écriture carrée calligraphique qui d'habitude est calligraphique, mais elle diffère de l'écriture simple aussi par des traits graphiques bien définis, écriture non carrée, qui pourrait être appelée minuscule ou rabbinique ou semi-carrée. Moi, j'appelle ça écriture non carrée. C'est une écriture qui contient quelques éléments cursifs et l'écriture cursive qui apparaît dans nos documents vers l'an 1000 en Afrique du Nord et qui va être ensuite développée ailleurs. Les exemples d'une écriture carrée assez simple, utilisée dans ces cas-là pour un manuscrit biblique, mais qui n'est pas de style monumental, ou bien l'écriture carrée, voilà, nous entrons dans la différence, utilisée dans une lettre envoyée par les autorités rabbiniques de Bagdad vers l'Afrique du Nord. Nous avons l'écriture calligraphique, employée principalement pour écrire des Bibles, aussi bien des rouleaux liturgiques que des codex bibliques, à l'époque où l'idée de l'écriture belle, donc le livre beau, Hassan, est un concept dans le monde abbasside et aussi dans le monde juif. Donc l'écriture belle est une écriture proportionnée. Donc il y a des proportions très spécifiques entre l'épaisseur des lignes et les longueurs des lignes, surtout aussi les différences entre les dépassements verticaux
et les traits horizontaux. Donc les proportions sont la définition des écritures calligraphiques. À partir de la moitié du Xe siècle, nous trouvons des écritures des chancelleries qui émanent. Les premiers documents que nous ayons sont des documents qui ont été rédigés à Bagdad par les chefs, les géonymes, les chefs des académies talmudiques, une sorte des universités où les étudiants même de l'Afrique du Nord et d'Espagne voyagent pour étudier le Talmud et ses commentaires principalement. Donc, selon Shlomo Dov Goitein, le grand spécialiste de la Geniza du Caire, c'est dans les académies babyloniennes en Irak que les écritures non carrées se développent. Effectivement, le document daté le plus ancien qui est dans le registre non carré de l'écriture provient de la chancellerie de Nehemia Gaon. Vous avez son sceau en haut, c'est le seul sceau oriental juif conservé, donc il est assez important. Donc c'est un document sur les documents en écriture carrée. Vous avez deux exemples qui émanent tous les deux de la chancellerie du même Gaon. Le premier en écriture carrée et celui en bas en écriture non carrée. Donc la différence, il y a des différences des formes des lettres. Donc quand je parle des écritures carrées et non carrées, je ne parle pas juste de la vision globale, quelque chose de plus rapide, moins rapide. Je pourrais les définir, nous n'aurons pas le temps, mais je parle aussi des différences de forme et ductus des lettres, comme par exemple la lettre Aleph, qui, dans les écritures non carrées, prend la forme de la lettre Kappa, très caractéristique. Elle apparaît pour la première fois en Irak vers la moitié du Xe siècle. Donc voilà quelques détails de cette écriture non carrée qui donc débute comme une écriture documentaire de chancellerie. Et en fait, et enfin, nous avons une écriture carrée l'écriture cursive, ligaturée, une écriture dont les tracés, la manière de tracer des lettres ressemble énormément au tracé de certaines lettres de l'écriture arabe, parce que les scribes qui écrivent ces documents, en fait, sont complètement bialphabétiques et l'écriture arabe influence très profondément l'écriture très rapide de ces scribes-là. Cette écriture se développe comme la mercantesca italienne dans un certain contexte social. C'est une écriture professionnelle qui débute comme une écriture des marchands, du réseau des marchands maghrébins, qui sont des marchands internationaux qui commercent entre l'Espagne et l'Orient ou au XIIe siècle, fin XIIe siècle, avec le Yémen et à partir du Yémen avec l'Inde. Donc nous avons vraiment un réseau marchand qui a besoin de communiquer, bien entendu. Tous les contacts sont basés sur la communication et ce réseau utilise une écriture bien distincte, très cursive, avec des formes de lettres spécifiques. Donc voilà. Ces quatre registres. À partir du XIIe siècle, il n'y a aucun problème. Nous avons parfois deux registres dans le même livre, par exemple les titres en écriture carrée et le texte en écriture non carrée, voire un peu plus tardivement en écriture cursive. Donc je me concentre maintenant sur quelques exemples de l'époque autour de l'an 1000. Donc l'origine de ces écritures, bien entendu l'écriture carrée, son origine est dans l'Antiquité. Je ne remonte pas au manuscrit des Qumran, mais vous les connaissez tous. À l'époque ancienne, nous avons déjà l'écriture carrée qui déjà à l'Antiquité, a remplacé une écriture plus ancienne, une écriture paléo-hébraïque. Donc, à l'époque médiévale, cette écriture carrée est un développement de l'écriture ancienne. L'écriture calligraphique se développe avec l'idée du beau livre, à partir du 9e, 10e siècle, sous l'influence de l'art du livre arabe. L'écriture non carrée, probablement, débute comme une écriture de chancellerie. Et l'écriture marchande, cursive, débute comme une écriture des marchands. Donc, les origines de ces écritures sont bien définies, mais peut-être pas leur emploi par la suite. Donc, cela implique, donc, si, comme je suppose, les scribes sont capables d'écrire soit l'une, soit l'autre, ou bien les deux, ou plus registres d'écriture, cela, bien sûr,
implique que la personne derrière les manuscrits que nous ayons a un entraînement spécifique, parce que comme vous avez dit, comme vous avez vu probablement, les formes des lettres, les ductus des lettres n'est pas tout à fait les mêmes. Donc ce n'est pas seulement la fonction qui est importante, mais c'est aussi l'implication du scribe et ses capacités personnelles à produire des formes des lettres. Donc, est-ce qu'il y a, à l'époque qui m'intéresse, des scribes spécialisés dans l'écriture des livres et les scribes spécialisés dans l'écriture des documents seulement. Là, nous saurons un peu mieux une fois le corpus entier examiné, mais déjà maintenant, nous pouvons avoir des idées en donnant quelques exemples. Et voilà quelques exemples. Le premier exemple que j'ai pris, c'est un scribe qui s'appelle Paltiel ben Ephraim. Il y a plusieurs manuscrits attestés dans la Guéniza du Caire que j'ai pu retrouver tout simplement en suivant à la trace ce scribe, en analysant sa main. Donc c'est vraiment une analyse paléographique qui m'a mené à identifier toute une série de documents écrits par ce scribe. Donc vous voyez, il y a des documents juridiques. C'était un scribe qui travaillait pour le tribunal de Shemaria ben El-Hanan, qui était le rabbin de Fustat, le chef du tribunal rabbinique, entre les années probablement 70 jusqu'à sa mort en 1011. En 1011, Paltiel ben Ephraim est mort également. Il y avait une épidémie et des persécutions par le calife al-Hakim qui ont mis fin à la communauté, l'organisation communautaire juive, pas à la communauté bien entendu, mais à l'organisation communautaire avec la mort de plusieurs scribes, chefs, intellectuels, rabbins, et aussi les persécutions qui ont duré pendant 4-5 ans. Et donc, Paltiel ben Ephraim, nous avons également la date de sa mort. Il est mentionné dans un ouvrage, Megillat Mitzraïm, un texte, donc le rouleau d'Égypte, c'est le titre de l'ouvrage, un texte qui parle de ces événements tristes en 1011, et c'est l'enterrement de Paltiel ben Ephraim, le cortège funèbre qui traversait la ville de Fustat, qui a suscité les émeutes anti-juifs. Donc Paltiel ben Ephraim est connu. Donc il est scribe des documents, c'était le scribe de la cour. Mais en même temps, nous avons également, donc là, il y a 2 exemples de son écriture très caractéristiques, avec des formes extrêmement élaborées. Nous avons 2 exemples de documents juridiques. Il s'agit de l'écriture carrée, mais extrêmement stylisée et caractéristique. Nous avons également des livres de prières qu'il a copiés. Donc nous avons toute une série de codex, principalement livres de prières, commentaires. Donc nous avons un scribe qui, avec le même registre de l'écriture, carré spécifique, a copié aussi bien des documents juridiques que des livres. Nous savons également qu'il collectionnait des livres. Nous avons son ex-libris, marque des possesseurs, sur un livre qui est copié par un autre scribe contemporain. Donc c'est un livre de prières, donc il pouvait copier pour lui-même, pour les autres, mais il pouvait aussi acquérir des livres des autres. Nous sommes dans un milieu d'une élite intellectuelle où ceux qui écrivent, les auteurs, ceux qui produisent des livres, les scribes, ceux qui les vendent, les warak, les marchands des livres, et les lecteurs font partie d'un réseau interchangeable. Donc ils changent des rôles, c'est assez intéressant. Un deuxième exemple que je voudrais apporter, c'est un scribe dont le nom n'est pas connu, mais qui est également lié avec le tribunal de Shemaria ben El-Hanan, le même rabbin dont je vous ai parlé. Et nous avons plusieurs dizaines de fragments de rotulus et des codex. Ce scribe était spécialisé dans l'écriture de rotuli verticaux, donc les rouleaux à déroulement vertical en papier, comme celui-là que vous avez ici, qui contient le dernier tiers du traité Beitza, du Talmud de Babylonie. Donc, tous les traités étaient copiés sur 3 rotuli, dont un est conservé complètement. Donc, ce scribe était actif autour de l'an 1000. Il était probablement d'origine tunisienne. Tous les manuscrits de sa main, nous ne connaissons pas son nom, donc il est tout à fait possible qu'il utilisait d'autres registres d'écriture, mais c'est tout à fait évident. Il a utilisé une écriture qui est une écriture non carrée, très similaire à l'écriture de chancellerie de Géonim, pour écrire des commentaires ou des traités talmudiques. Donc voilà, de textes
littéraire. Il ne s'agit pas de la littérature, il s'agit des commentaires, mais il ne s'agit pas des documents de la vie ordinaire. Donc, l'emploi de l'écriture non carrée pour les textes livresques. Peut-être livresque, c'est le meilleur terme. Et le troisième exemple que j'apporte ici est un exemple assez problématique. Je reviens vers Samuel ben Jacob, et donc les scribes du magnifique codex de Leningrad, l'écriture calligraphique est absolument extraordinaire, et une lettre, TS10J104, de la collection de Cambridge également, qui est écrite par Samuel ben Jacob. Elle est adressée à Abraham ben Hujaish, qui est mentionné dans le contrat de la copie du livre que je vous ai montré au début. Donc nous avons les deux personnages, les deux noms qui sont mentionnés, donc le patron et le scribe. Le patron et le scribe, les mêmes noms. L'écriture est extrêmement différente. Donc est-ce qu'effectivement c'est notre scribe, Samuel ben Jacob, qui fait un effort calligraphique, il écrit des œuvres d'art, donc des codex, et il utilise une écriture complètement différente, non seulement non carrée, mais en plus avec un ductus et des formes de lettres très 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 différentes quand il écrit des lettres. Et effectivement, non seulement des lettres, mais nous avons des dizaines de fragments dans la Geniza du Caire qui ont été écrites par le scribe de la lettre. Donc, est-ce que ça serait effectivement le même Samuel ben Jacob qui peut écrire des livres calligraphiques et en même temps, il écrit des livres de prières, des livres plus courants, moins chers, sur papier, moins bonne qualité, dans une écriture non carrée? C'est une question en cours d'examen, parce qu'il s'agit vraiment des écritures qui sont difficilement comparables. Et enfin, là, je dépassais un tout petit peu mes bornes chronologiques. Le dernier exemple que je vous apporte, il s'agit d'un document. C'est un contrat de mariage, une ketouba. Malheureusement, ce n'est pas très, très clair, mais vous voyez qu'elle est partiellement enluminée, décorée, ici, par une bordure qui est une bordure micrographique. Cela veut dire le dessin géométrique est exécuté avec les lignes du texte. Le texte biblique, donc les citations bibliques qui forment le dessin. C'est un art typique des manuscrits hébraïques de l'époque médiévale. Il s'agit d'un contrat donc, qui a été rédigé à Fustat en 1117, donc de la collection de la Geniza de la bibliothèque bodléienne. C'est un contrat de mariage mixte entre une femme karaïte appartenant à un mouvement du judaïsme qui ne reconnaît pas l'autorité des sages du Talmud, tout en reconnaissant plusieurs lois talmudiques, mais ça, voilà, mais plutôt en basant leur système juridique sur la Bible et l'autorité de la Bible. Les lois qui ne sont pas mentionnées de la Bible peuvent être pratiquées, mais leur origine est différente. Elle n'est pas divine au même titre que la Bible. Donc voilà la définition brève du mouvement karaïte, qui est un mouvement médiéval né à Bagdad vers le 8e siècle. Donc la femme karaïte est le jeune époux rabbinite, donc un contrat mixte d'une certaine manière, où les membres de deux mouvements promettent toutes sortes de conditions spécifiques pour respecter les différences religieuses à l'intérieur du couple. Du point de vue de l'écriture, nous avons ici une écriture calligraphique qui pourrait tout à fait être utilisée pour un rouleau ou bien un codex de la Bible. Donc nous pouvons avoir l'emploi de l'écriture carrée, non seulement carrée, mais aussi calligraphique pour écrire des contrats. Cependant, voilà, donc ce que j'essayais de vous montrer, c'est que les scribes, certains scribes étaient tout à fait capables de manier plusieurs genres, donc documentaires ou livresques, et probablement aussi plusieurs registres de l'écriture. Donc, aucun problème, les cloisonnements entre les écritures et les scribes ne marchent pas. C'est-à-dire, les scribes sont tout à fait capables de passer d'un registre à l'autre. Il n'y avait pas les scribes spécialisés dans un domaine ou autre, ou s'il y en avait d'autres qui n'étaient pas spécialisés. Nous ne pouvons pas, bien sûr, généraliser parce que nous n'avons pas toutes les données. Cependant, il faut mentionner que ce cloisonnement ou décloisonnement est très lié avec l'époque
et avec peut-être certains milieux géographiques. C'est-à-dire, effectivement, je vous ai apporté des exemples où le cloisonnement ne fonctionne pas. Cependant, je voudrais mentionner que les documents juridiques en écriture carrée peuvent constituer tout un champ de recherche. Il y a effectivement des documents juridiques à Fustat en écriture carrée. Avant l'an 1011, après l'an 1011, les documents en écriture carrée deviennent de plus en plus rares. C'est possible, mais de plus en plus rares. En revanche, à Fustat, avant 1011, je n'ai pas trouvé un seul document daté, localisé à Fustat, en l'écriture non carrée. En revanche, les personnes que je connais des documents en écriture carrée sont parfaitement capables d'écrire des lettres personnelles en écriture non carrée de type chancellerie babylonienne. Donc, quand il s'agit de l'écriture calligraphique, dont nous avons ici un exemple d'un document, un contrat de mariage, une écriture calligraphique est employée principalement par les Karaïtes, qui sont connus pour leur étude assidue de la Bible. Donc, nous ne pouvons pas imposer un cloisonnement. Cependant, nous pouvons vraiment définir de petits sous-groupes spécifiques. Nous avons une chance, nous avons la documentation riche et assez bien datée pour l'époque médiévale. Donc, nous pouvons parler de petits groupes, de petites niches, comme les Karaïtes qui vont écrire leur contrat en écriture carrée exactement la même que les codex et les rouleaux de la Bible. Donc, je pense qu'effectivement, du point de vue des Écritures, nous ne pouvons pas parler, et ça c'est pour conclure, de la dichotomie entre les Écritures, les scribes spécialisés en écriture carrée ou calligraphique et écriture documentaire. Cependant, je pense qu'il serait intéressant d'envisager quand même une sorte de réseau, une sorte de constellation des contextes sociaux, des endroits, peut-être des périodes où des scribes font des choix en fonction peut-être de leurs préférences, mais aussi il ne faut pas oublier les patrons du livre, le tribunal, le chef du tribunal, le rabbin, qui pourrait imposer certains types, styles, modes d'écriture. Donc je pense que nous devons aussi nous placer dans cette perspective et voir que nous avons en fait un réseau de possibilités, tout un éventail de possibilités devant chaque scribe qui est en effet capable d'utiliser des registres différents. Merci beaucoup.